avant de vous donner mes axes de travail, un petit mot sur l'intitulé de ce propos. C'était Hugo, Peggy, une autre histoire. Alors, comme l'an passé pour Hugo et Apollinaire, mais cette fois-ci, quand même, le rapprochement, comme vous l'a dit Claire, est moins hasardeux. Hein. Hugo, Peggy, ils sont vraiment en pays de connaissance. Je crois que l'auteur de Clio est l'auteur de Notre-Dame de Paris 1482. N'oubliez jamais que le titre complet. Je crois que ces deux auteurs ne sont pas si éloignés. Par ailleurs, j'ai longtemps hésité dans mon titre entre un H minuscule et un H majuscule. Le premier étant très général, même polysémique, et le second nous renvoyant aux recherches, aux archives, aux reconstitutions. J'ai choisi le premier pour ne pas me limiter au second, qui sera l'objet de ma 5e partie, et pour garder à l'esprit ce sens particulier de l'expression « une autre histoire ». Vous savez comment on dit « oh, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre affaire, c'est un peu plus compliqué ». Mais effectivement, l'histoire entre Charles et Peggy, c'est un peu plus compliqué. Alors nous savons que Peggy, comme Hugo, était très féru des questions typographiques. Si vous êtes allé soit au musée Victor Hugo de Paris, soit au musée, à la maison de Victor Hugo à Guernesey, vous savez combien les lettres, le V et le H, sont déclinées sur toutes leurs formes. Donc c'est très important. H minuscule, H majuscule, ce n'est pas anodin. Voilà, donc je vous parlerai d'abord, pour faire simple, de la fréquentation de Hugo par Peggy, hein, au long de sa vie. Je ferai ensuite je me permettrai une petite digression. C'est comme ces deux auteurs sont grands férus de digression. Je me permets moi aussi une digression. Je vous en dirai le thème après. Ensuite, nous aborderons les deux grandes analyses que Peggy a faites du sacre dans les châtiments et de Bose endormis dans Clio. Puis nous parlerons de la question du paganisme chez Hugo et chez Peggy, et puis de la question de l'histoire, cette fois-ci plutôt avec un grand H, telle que la voient ces deux écrivains. Mais sans plus tarder, écoutons un texte de Victor Hugo, les 7 dernières strophes de Bose endormi, grâce à Régis, que je remercie d'ores et déjà pour toutes les lectures qu'il fera. Voilà, Bose endormi. Les 6 dernières strophes 7. 7. Ah, d'accord. Je pensais que c'était tout. Tandis qu'il sommeillait. Excusez-moi. Hein. Pendant qu'il sommeillait. D'accord. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant ne sais quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'Asmodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre.
Le croissant, fin et clair, parmi ces fleurs d'ombre, brillait à l'Occident. Hérout se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Ce texte, j'ai beau l'avoir entendu des milliers de fois, à chaque fois la magie opère. Alors, tout reposait dans Ur et dans Jérémadais, vous allez en entendre parler. Lorsque Peggy, lecteur de Victor Hugo, lorsque naît Peggy en 1873, Hugo est de retour d'exil, c'est l'écrivain officiel, auréolé d'une œuvre importante. Tout le monde se précipite chez Victor Hugo, surtout ceux qui ont besoin un petit peu d'argent, et on faisait la queue pour venir mendier. Toutes sortes de personnes venaient. Et lorsqu'il va mourir en 1885, Hugo a donc 12 ans, et il est en sixième, et son professeur va lui lire des poèmes de Victor Hugo, et ce sera probablement un choc. Victor Hugo, comme vous savez, a eu droit, c'est le premier écrivain qui a eu droit à des funérailles nationales, et les funérailles ont été réglées par Victor Hugo lui-même. Je ne sais pas s'il avait prévu qu'il y aurait autant de gens, mais il y avait effectivement beaucoup de monde. C'était une grande fête populaire républicaine sous la Troisième République. Alors avec l'adolescence et le début de l'âge adulte, les valeurs consacrées vont vaciller un peu, et le socialiste Peggy va exprimer des critiques sur le terrain social plutôt que littéraire. Il dit on veut nous faire croire que le Hugo fut le poète des humbles, et vraiment il en fut l'exploiteur le plus éhonté. Jamais avant Hugo un bourgeois n'avait aussi impudemment exploité la description criante de la misère pour se faire du luxe, de la puissance, des rentes et de la table. C'est dans les cahiers, 5 avril 1902. Un peu plus tard, en septembre 1904, Hugo était un bourgeois, et même il n'était pas un des meilleurs parmi les bourgeois. Il n'en a pas moins obtenu un peuple de lecteurs ouvriers qui lisaient pieusement, constamment, patiemment, avec enthousiasme. Vous voyez qu'il y a déjà une nuance. C'est plus, il parle de ce lectorat. Et vous savez qu'au moment où ont paru Les Misérables, des lectures étaient organisées pour les ouvriers, imprimeurs, évidemment pas à Paris, à Bruxelles, parce que Hugo était interdit de séjour. Le jugement de Peggy est nuancé. Un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, il dit, c'est en octobre 1905, le peuple dont Hugo est le représentant éminent. Et ça, il change de discours, là, vraiment. Et il faut dire que le propos se trouve dans Notre patrie, et qu'évidemment Hugo et Peggy sont au moment de l'affaire de Tanger, la question de la patrie, là, ils peuvent se rencontrer plus sérieusement. Et un petit peu plus tard, par un demi-clair matin, Peggy écrit « Hugo avait un des plus grands génies poétiques du siècle dernier ». Vous voyez, on a rebasculé, on peut dire qu'à partir de 1905, dans le panthéon de Peggy, Hugo avait sa place. Il ajoute « Ce Victor Hugo est mon plus grand ami, vous le savez. Il avait une telle affection secrète, une telle affinité profonde, une telle complicité avec moi pour les grandeurs de l'ordre que j'excelle à mesurer. C'est un vieux complice à moi. » Ça date de juin 1909. Vous voyez que
Le parcours n'est pas rectiligne, le parcours de Hugo et Peggy, il n'est pas rectiligne, mais on sent l'admiration croissante. Nous allons écouter maintenant un texte de Peggy qui, tout en justifiant son admiration pour le grand écrivain, il va montrer son lien avec une certaine éternité qui défie la modernité. Donc, dialogue de l'histoire et de l'homme charnel. Le vieil Hugo, mon ami, voyait le monde comme s'il venait d'être fait. J'entends comme si le monde venait d'être fait. J'entends aussi comme si dedans et ensemble, lui, Hugo, fragment, fraction du monde, le plus important, venait d'être fait. C'est naturellement la seule manière de le voir. Il voyait la création comme si à l'instant elle sortait des augustes mains, comme si elle venait de sortir, comme si des grandes mains elle venait de s'échapper bondissante. Là est ce qui compte et ce qui fait sa force, antique. C'est pour cela, mon ami, que presque seul de tous les modernes, et tout autrement que tout autre, nous le considérons, nous l'estimons, nous le mesurons comme un ancien, comme un grand ancien. Il était grand comme l'antique, fort comme l'antique, auguste comme l'antique, neuf et nouveau comme l'antique. Il est véritablement et réellement pour nous, il sera éternellement dans l'histoire temporelle un ancien, tant qu'il y aura une histoire temporelle, un ancien. Un des plus grands anciens, et surtout et encore plus, l'un des plus authentiques. Alors, malgré l'admiration de Victor Hugo pour les anciens, pour l'Antiquité, qu'il s'agisse d'Homère, d'Hésiode, d'Échille ou de Virgile, je ne sais pas si Hugo aurait tant apprécié que cela d'être traité d'ancien, mais lui qui voulait rénover le théâtre, qui avait, avec son recueil des Orientales, ou son roman Le dernier jour d'un condamné, qui renouvelait à la fois la poésie et le roman. Si vous n'avez encore jamais lu Le dernier jour d'un condamné, c'est En attendant un métro, c'est 100 pages. C'est extraordinaire. C'est un roman, c'est extraordinaire. Et puis Les Orientales, ce recueil où Victor Hugo montre toute sa virtuosité poétique. Alors, il faut accepter que Peggy, par moment, récupère un peu son grand homme et qu'il l'entraîne dans ses propres débats. Mais je trouve que c'est le droit du lecteur, et ce droit, je le reconnais à Peggy, c'est d'entraîner son Victor Hugo avec lui. Le poème qui va suivre est un poème de Victor Hugo qui est extrait de son recueil Feuilles d'automne, et est aussi de facture classique, vous allez l'entendre, facture classique, c'est-à-dire que ça pourrait être un poème du XVIIIe siècle, un poème de Delille, que Victor Hugo admirait beaucoup, mais vous y retrouverez aussi la thématique de la nature, de l'homme en fusion. Soleil couchant. Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées. Demain viendra l'orage, et le soir et la nuit, puis l'aube, et ses clartés de vapeur obstruées, puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit. Tous ces jours passeront. Ils passeront en foule sur la surface des mers, sur la face des monts, sur les fleuves d'argent, sur les forêts, où roulent comme un hymne confus des morts que nous aimons. Et la face des eaux, et le front des montagnes, ridés et non vieillis, et les bois, toujours verts, s'iront rajeunissant. Le fleuve des campagnes prendra sans cesse au mont le flot qu'il donne aux mers. Mais moi, chaque jour, courbant plus bas la tête, je passe, et refroidi sous ce soleil joyeux. Je m'en irai bientôt, au milieu de la fête, sans que rien manque au monde,
immense et radieux. Ce poème est cité intégralement dans Victor-Marie contre Hugo, et certainement Peggy devait y être sensible. Il y a comme ça deux questions qui me viennent à l'esprit, mais je n'ai pas de réponse définitive, ou alors il faudrait faire une autre conférence. C'est Peggy est-il romantique? Bon. Et le romantisme est-il mort en 1848? Ah là, j'aurais peut-être un petit soupçon de réponse, parce que on a eu l'habitude de situer le romantisme dans la première moitié du XIXe siècle et de l'arrêter très curieusement à 1848, comme si la Seconde République puis le Second Empire avaient terminé le romantisme. Je crois que c'est un découpage en tranches qui est bien pratique pour les manuels d'histoire littéraire, mais qui ne correspondent pas à la réalité, parce que si vous lisez des poèmes de Baudelaire, des poèmes de Verlaine, des poèmes de Mallarmé, qui pourtant ont été écrits dans la deuxième moitié du XIXe siècle, si vous lisez une pièce comme Cyrano de Bergerac, c'est une pièce absolument romantique. Je crois que les critiques littéraires, certains en tout cas, ont eu tendance dans les années 1870 à arrêter le romantisme plus tôt, parce que le romantisme était très... c'est des influences germaniques. Or, dans les années 1870, le monde germanique n'était pas très populaire, et donc il valait mieux écarter un peu le romantisme et se dire qu'on était dans le réalisme, peut-être même dans d'autres courants. En tout cas, moi, je suis à peu près persuadé que le romantisme n'est pas mort en 1848, et je crois qu'encore aujourd'hui, nous avons quelques belles vagues de romantisme. En tout état de cause, pour en finir avec cette partie, il y a une réelle et profonde admiration de Peggy pour Hugo, qui débute donc un peu difficilement, mais qui éclate par la suite. Alors, la petite digression que je voulais faire, après celle sur le romantisme, des Peggy ou Hugo et l'art de lever le nez. Nos deux auteurs, comme vous savez, ont un goût pour la digression qui n'a pas de limite. Peggy, dans ses essais, on ne va pas dire qu'il y a des digressions dans Ève, hein, on n'osera pas le dire, hein, il n'y en a pas. Mais dans ses essais, il y a beaucoup de digressions quand même. Et alors, dans les romans de Victor Hugo, il y a des digressions superbes. Dans Les Misérables, une digression sur les égouts de Paris, sur l'argot, c'est absolument superbe. Donc moi j'aime bien ces deux auteurs, hein, sinon je ne serais pas ici. Certaines de leurs pages me saisissent par leur pertinence, leur justesse, leur écriture. Je vois de nombreux échos extratextuels à l'intérieur ou à l'intérieur même de l'œuvre, avec d'autres auteurs, avec Chateaubriand ou Baudelaire pour Victor Hugo, avec Corneille ou Bernanos pour Charles Peggy. C'est toujours stimulant, mais je dois reconnaître que les longueurs de Hugo dans certains recueils, 300 ou 400 vers dans un seul poème, où la pensée diffuse et ressassante de Peggy par moments m'exaspère. Je pose mon livre après avoir levé le nez 20 fois. Mais où veulent-ils en venir? Où veut-il en venir? Pourquoi revenir sur cette idée, sur cette image? Alors, Roland Barthes avait écrit dans un de ses essais critiques un texte qui s'appelait « Écrire la lecture » et qui faisait l'éloge de ce geste qui consiste en lisant à lever le nez. L'ennui avec Peggy, parce que quand on lève le nez, c'est vrai pour Peggy comme pour Victor Hugo, quand on lève le nez, c'est très gentil, mais quand on revient, j'en suis où là? On fait des efforts pour revenir au texte. Alors j'ai perdu le fil, il faut que je le retrouve, il faut que je revienne en arrière, mais jusqu'où? Comme chez Peggy, il n'y a aucun alinéa
en début de paragraphe. Où en étais-je donc? Eh bien, si vous, peut-être, vous n'êtes jamais arrivé d'avoir ça. Moi, ça m'est arrivé, et je dois dire que... Du coup, je relis. Ah, mais non, ça, je l'ai déjà lu 2 fois, ça. Bon. Alors, heureusement, j'ai des habitudes de lecteur rapide, de lecteur à haute voix, ça aide beaucoup. Je retrouve mon chemin, d'autant qu'il y a une clairière enthousiasmante, une montée lyrique, un faisceau d'arguments convaincants qui me redonne goût. Je me replonge dans la lecture. Alors, j'ai cru devoir faire devant vous cette digression en forme de confession. J'espère que vous me donnerez votre absolution. Non, même vous, Michel Leplay. Je sais. Rejoignons maintenant Peggy comme critique littéraire de Victor Hugo. Peggy comme critique littéraire. Alors, je ne sais pas si le terme de critique est le plus approprié, parce que si on entend par critique celui qui juge le bon et le moins bon, j'ai l'impression que c'est un analyste littéraire, mais ce n'est pas un analyste de la Sorbonne, c'est un analyste qui va dans le détail, mais le bon l'emporte largement sur le moins bon. Donc, ce n'est pas tout à fait une critique. Peggy a besoin de s'emporter, de s'enthousiasmer, de dénigrer aussi parfois, mais il est réussi très bien dans 2 textes qui font une part belle à Victor Hugo, notamment dans Victor-Marie comte Hugo et Clio, dialogue de l'histoire de l'âme païenne. Victor-Marie comte Hugo, vous savez le titre sur lequel je m'interroge toujours, en tout cas fait référence probablement à la formule dans le Cid, à moi compte 2 mots, Victor Hugo 2 mots. Donc je pense qu'il y a une sorte de paraphrase de cette formule. Écoutons Peggy parler du regard que jette Victor Hugo sur le monde. Le texte numéro 4. C'est là un de ces coups de fortune, un de ces coups du génie, un de ces coups de la grâce, que nous, Français, nous ne réussissons pas seulement, que nous obtenons, que de temps à autre nous mettons dans le commun de l'univers. Il faut se faire à cette idée que quand Hugo regarde le soleil et la lune et les étoiles, le ciel et la mer, le ciel et la terre et la mer et la côte, les sables de la dune, fleurir le charbon bleu des sables. Quand il regardait l'homme et la femme, l'enfant, la plaine et la forêt, le mur et la maison, la plaine et la moisson, la maison et la treille, la vigne et la maison, le blé et le pain, la roue et la voiture, le pain sur la table et le vin dans les verres. Sa compétence allait jusqu'aux limites du pain charnel, du vin temporel. Quel poète chrétien il eût été s'il eût été chrétien! Quand il regardait n'importe quel soldat, il en jouissait autant, il en saisissait autant, il en prenait possession autant. Il regardait, il voyait d'un regard aussi jeune, aussi frais, aussi non usé, aussi neuf, aussi non émoussé, aussi inhébété, aussi non âgé temporellement, aussi non âgé dans le monde temporel. Malgré ses grosses paupières, il étreignait d'une étreinte aussi neuve, il saisissait d'une saisie aussi neuve, il embrassait l'univers charnel, d'un embrassement charnel, d'un embrassement aussi neuf, la terre entière, orbem terrarum, et le fleuve océan, qui lui-même embrasse le monde. C'est, comme vous avez pu l'entendre, Peggy établit donc une relation entre la qualité du regard et l'idée de création première. Hugo, c'est un voyant, c'est un des premiers voyants. D'ailleurs, il a été reconnu par Rimbaud lui-même, qui était quand même assez expert en termes de voyance. Il a un œil extraordinaire et pour Victor Hugo, voir, c'est commencer à créer. Et Peggy le montre bien. Il fait toute une série d'associations. Il y a une quinzaine de groupes binaires, comme vous l'avez entendu.
l'homme et la lune et les étoiles, le ciel et la lune, le soleil et la lune, le ciel et la mer, etc. Et puis il y a tout au milieu, un groupe ternaire qui est l'homme et la femme, l'enfant. Cette rupture de rythme, elle ne vient pas comme ça par hasard. On a parfois l'impression que, chez certains auteurs, et chez Péguy notamment, qu'il écrit au fil de la plume. Pas du tout. C'est composé. Parce que ce petit groupe ternaire, l'homme, la femme, l'enfant, c'est l'énumération, mais avec le produit de l'homme et de la femme, l'enfant. C'est aussi une forme de création. Vous voyez, comme l'écriture, la façon d'écrire, donne du sens. On n'écrit pas pour décorer. Quand il vient à qualifier, par exemple, le regard de Victor Hugo, c'est une énumération d'adjectifs positifs, jeune, frais, neuf, et puis négatifs aussi, non usé, non émoussé, inhébété, encore une création lexicale de Péguy, non âgé temporellement, un des grands thèmes de Péguy. Il passe progressivement donc à une philosophie du temps toujours renouvelé. La création, c'est le temps toujours renouvelé. Donc quand Péguy fait une analyse littéraire de Victor Hugo, il fait aussi une analyse de sa conception de la création et de sa propre conception à lui, Péguy, de la création. Péguy écrit une prose musicale. Il écrit une prose musicale. Comme avant lui l'avait fait Rousseau, Chateaubriand. Quand vous lisez Rousseau ou Chateaubriand, même le discours sur l'inégalité de Rousseau, lisez-le à haute voix, vous entendrez, c'est absolument musical. Et comme vous le savez tous, le vrai premier métier de Jean-Jacques Rousseau, c'était d'être musicien, de travailler de la musique. Donc là, Péguy reprend une tradition musicale, de l'écriture musicale. Donc ce lien entre le charnel et le temporel, c'est vrai que c'est un thème cher à Péguy. On pourrait penser que Péguy a tiré la couverture à lui. Je ne crois pas. Je crois que c'était chez Victor Hugo un thème très profond. Il va se livrer comme lecteur encore à une étude poussée sur plusieurs pages d'un extrait des Châtiments, dans, vous savez, ce recueil polémique contre Napoléon III. Dans ce recueil, il y a une partie, la 5e, qui s'appelle « L'autorité est sacrée ». Et cette partie, qui est très importante, commence par le sacre et se termine par l'expiation. Donc nous entendrons un morceau des deux. Alors l'autorité sacrée, évidemment, dans la bouche de Victor Hugo, c'est tout à fait ironique puisqu'il reprend les formules de Napoléon III pour les détourner, bien sûr. Les relations de Péguy et Napoléon III, c'est quand même un morceau de choix dans l'histoire de la littérature. Alors, juste un petit mot. Oui, juste un tout petit mot avant d'entendre le sacre. Le texte est repris d'une chanson sur l'air de Malbrook et le texte avait déjà été repris par Beaumarchais dans dans le mariage de Figaro. Dans le mariage de Figaro, c'était un des airs de Chérubin, et Mozart, dans les noces de Figaro, reprendra non pas cette chanson, mais il reprendra ce thème de Chérubin, mais je ne vais pas me hasarder aujourd'hui avec la pluie qui menace. Mais c'est un air de Chérubin qui commence par Non so più cosa son, cosa faccio. Vous connaissez, ça y est, ça fredonne dans vos têtes. Mais vous allez l'entendre, le texte que Victor Hugo fait sur ce thème-là.
Dans l'affreux cimetière, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Dans l'affreux cimetière, frémit le nénuphar, frémit le nénuphar. Castin lève sa pierre, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Castin lève sa pierre dans l'herbe de Clamart, dans l'herbe de Clamart. Et criez vocifère, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Et criez vocifère, je veux être César, je veux être César. Cartouche en son suaire, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Cartouche en son suaire, ses cris ensanglantés, ses cris ensanglantés. Je veux aller sur terre, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Je veux aller sur terre pour être majesté, pour être majesté. Main grand monte à sa chair, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Main grand monte à sa chair, et dissonant le glas, et dissonant le glas. Je veux dans l'ombre rougère, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Je veux dans l'ombre rougère, avec mon coutelas, avec mon coutelas. Être appelé mon frère, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Être appelé mon frère par le tsar Nicolas, par le tsar Nicolas. Pullman dans l'osphère, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Pullman dans l'osphère, s'éveillant en fureur, s'éveillant en fureur. Dit Amandrin compère, Paris tremble aux douleurs, aux misères. Dit Amandrin compère, je veux être empereur, je veux être empereur. Bravo. En fait, dans Clio, dialogue de l'histoire de l'âme païenne, Péguy va analyser ce texte. Il va y consacrer près de 80 pages. 80 pages pour analyser ce texte. Il le présente d'abord. Alors, il cite, il fait parler Clio, la muse de l'histoire. Vous avez pour ce sinistre poème une funèbre prédilection. Vous savez bien que vous y retrouvez la plus funèbre danse macabre qui ait jamais été peinte, sculptée, contée, chantée. Vous voyez, nous en entendons un moment joyeux, ironiquement joyeux, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, avec toute une série de noms de mauvais, de malfrats. Et parmi ces noms de malfrats, il y en a un, c'est empereur. C'est pour ça que j'avais arrêté sur empereur. Il va pousser son analyse dans les détails les plus précis. Suivent les 13 rimes en R, en R, en R, les plus redoutables qui aient jamais frémi, elles-mêmes, sans aucun doute, jusqu'à ce couplet de couronnement, et littéralement de sacre, qui est le plus fort peut-être de ce que l'on ait jamais fait dans la technique du rythme. Et Péguy, je n'ai pas retenu le texte parce qu'il est assez long, assez technique, mais il y a une analyse du rythme pour tous parmi vous, ceux qui s'intéressent au rythme en poésie. Péguy fait une analyse d'une justesse très 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 grande. Alors, il n'oublie pas d'évoquer Beaumarchais, bien sûr, même si la pièce de Beaumarchais a des passages de joie, mais aussi des passages pré-révolutionnaires. Le grand monologue de Figaro, dans l'acte 5, c'est quand même un texte pré-révolutionnaire. Donc, je crois que vraiment, il vaudrait la peine de relire ce passage et ne pas oublier que le propos de Péguy reste lié à ce thème de l'âme païenne. Je ne peux pas me tromper dans mes il va évoquer le recueil entier des châtiments dans ce propos que vous allez entendre. Mais, vieux, on tremble, ainsi qu'à l'hiver le bouleau.
Pareillement, il n'avait jamais donné beaucoup dans les lotus et dans les lotos et dans les archéologies et dans les restitutions, ni même dans les Aphrodites. Il était comme Racine. Vénus lui suffisait à sa proie attachée. Et c'est donc lui qui avait fait au vieux nénuphar, au simple nénuphar, non plus le nom de lotus, mais sous le nom de nénuphar, sa fortune maxima. De tous les livres du monde, vous le savez, il n'y a pas dans les livres du monde de l'humanité un seul livre qui soit certainement aussi pamphlétaire, aussi polémique et certainement aussi lyrique, sinon tragique, mais peut-être aussi épique que les châtiments. Or, dans ces châtiments même, dans ces 7 livres des châtiments, il y a un châtiment, une castigation funèbre entre toutes, et qui sonne comme Villon le glas de la mort même, et qui sent comme Montfaucon l'odeur du cadavre même. Or, ce châtiment d'entre les châtiments, ce châtiment de cimetière et cette résurrection du crime est tout entière conduite sous le commandement de cette rime funèbre et sous la menace de ce mot secrètement affreux, le nénuphar. Alors, malgré tout le respect que je dois à Peggy devant cette assemblée, je dois faire remarquer à notre auteur que l'emploi d'expressions comme « il n'y a pas dans les livres de l'humanité un seul livre qui soit aussi pamphlétaire, aussi polémique et certainement aussi lyrique, sinon tragique, mais peut-être aussi épique que les châtiments », ça lui fait oublier les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, qui date évidemment de 1616, mais dès qu'on emploie le superlatif, c'est le plus grand, obligatoirement on en oublie quelques-uns. Mais les tragiques, c'est quand même aussi un autre grand morceau de littérature pamphlétaire. Mais enfin, c'est vrai que ça a été écrit pas mal d'années, 18 ans après la fin des guerres de religion, alors que les châtiments paraissent en 53, au moment où Napoléon III est empereur. Donc le texte était probablement plus risqué, plus dangereux que celui dans la situation, plus dangereux que celui d'Agrippa d'Aubigné, mais quand même, sur le plan littéraire et pamphlétaire, polémique, je crois que les tragiques, c'est pas mal. L'autre texte, il y a un autre texte auquel Victor Hugo s'attache, celui que vous avez entendu au début, celui de Bose endormi, dans la légende des siècles. Là aussi, nous aurions dû lire le poème entier. Bose s'était couché de fatigue accablé. Mais il y avait quand même beaucoup de textes à lire. Le poème entier mériterait notre attention, même s'il est très connu. Vous savez, les poèmes très connus, il faut quand même les relire. Il ne faut pas dire, mais non, ça on connaît déjà. Non, il faut les relire, justement. Alors, il s'y réfère, mais pas en 80 pages d'un seul coup. Je ne me suis pas amusé à compter les pages. Mais il y revient plusieurs fois à ce passage, et notamment à propos de Gérymadé. Bon. Alors Gérymadé, là aussi, pose un petit problème, c'est que Ur, bon, ça va, ville natale d'Abraham, peut-être. Gérymadé, on cherche, les historiens cherchent Gérymadé, où est-ce que c'est vrai, ça commence comme Jéricho, donc ça pourrait bien faire hébraïque, et puis comme ça rime avec Ruth se demandait, Gérymadé. En fait, Victor Hugo s'est moqué de nous. J'ai trouvé une rime à des haïtés, quoi. Et Peggy de commenter, ce Gérymadé même, cette blague énorme, cette insolence admirable, cette signification faite à tous, présent et à venir, que cette fois, il était entré dans la plénitude et dans les droits de la création. Vous voyez jusqu'où il va, Peggy. À propos de ce petit détail, c'est les droits de la création, les droits du créateur d'inventer un nom propre pour trouver une rime.
jusqu'à ce qu'on m'ait montré Jérémadais sur une carte, dans un atlas authentique de la Terre Sainte. Je vois dans la forgerie de ce nom une de ces insolences, une de ces significations, une de ces audaces qui dépassent tout, et qui par conséquent signifie plus que tout. Et comme il avait toutes les chances ce jour-là, les 2 premières syllabes étaient très hébraïques, car elles étaient aussi les 2 premières syllabes de Jéricho, qui, je pense, est authentique. J'aime bien le « je pense », parce que Jéricho, nous connaissons, mais je pense, vous savez, la science historique. On voit que donc, Victor Hugo aime les jeux de mots, toute son œuvre le prouve. Il s'amuse tout le temps avec les mots. Hugo n'est pas moins, Peggy n'est pas moins sensible à cette facétie du langage poétique et la justifie face aux historiens savants de la Sorbonne qui ont cru ou refusé de croire à l'existence de ce lieu géographique. Comme transition aussi avec notre 4e partie sur le monde chrétien et le monde païen, un autre détail concerne toujours dans Bose endormi le passage de la vision du rêve de Bose. Excusez-moi, je vous prends là. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas. En haut mourait un dieu. Il faut bien écrire avec un D majuscule. Hugo, d'ailleurs, avait dû corriger, parce que sur les premières épreuves de la légende des siècles, il y avait un D minuscule à cet endroit. Non, c'était un dieu. C'est-à-dire que c'est toute la lignée de David en un seul vers, toute la lignée de David, le roi David qui chante, et le roi et le Dieu qui meurt sur la croix. Tout en un seul vers. Sur presque une anecdote. Et au contraire, à la fin du poème, dans le passage que Régis a lu, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en son allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Là, le Dieu est un Dieu païen. C'est un Dieu païen du monde panthéiste de Hugo, ce monde qui a été créé. Parce que la dimension païenne chez Hugo, elle est très importante. Nous allons le voir. Donc, pour conclure sur cette partie consacrée à l'analyse littéraire chez Peggy, vous avez remarqué que j'étais passé du mot critique au mot analyste, manifestant l'étendue du travail poétique de Peggy, travail poétique sur la poésie des autres. Parce que même quand il écrit de la critique littéraire ou de l'analyse littéraire, Peggy continue lui aussi d'être un créateur. Vous savez, être un critique littéraire ou un analyste littéraire n'empêche pas d'être un grand écrivain. Lisez Roland Barthes dont je parlais tout à l'heure ou d'autres. Donc, nous allons passer maintenant à une 4e partie sur Hugo païen. Alors, s'il y a bien un domaine où Peggy et Hugo pouvaient se rencontrer en ce début du XXe siècle, après la séparation de l'Église et de l'État, c'est la question de l'âme païenne. Le mot païen est-il employé pour ne pas employer le mot laïque ? Je ne sais pas. Je crois que le mot païen est suffisamment fascinant pour toute l'histoire du christianisme pour que et Peggy et Hugo l'emploient volontiers. Vous savez que le mot païen a une valeur ambiguë parce que c'est à la fois un non-juif et non encore converti. Quand saint Paul s'adresse aux païens, il espère les convertir et il espère qu'ils n'iront pas vers d'autres religions que la religion chrétienne. Donc vous voyez, il y a une sorte d'ambiguïté. Le païen avait un petit espoir de ne plus être hérétique. Pour
pour l'auteur de Clio, le mot a franchement une valeur positive puisqu'il lui a donné le titre d'une de ses œuvres. Et cela fait écho à Victor Hugo, dont je voudrais vous lire des extraits du Testament. En 1881, il écrit « Dieu, l'âme, la responsabilité. Cette triple notion suffit à l'homme. Elle m'a suffi. C'est la religion vraie. J'ai vécu en elle. Je meurs en elle. Je donne 40 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans le corbillard des pauvres. Je vais fermer l'œil terrestre, mais l'œil spirituel restera ouvert. Plus grand que jamais, je repousse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Et en 1883, il ajoute « Je crois en Dieu ». Dans un de ses livres, il y a une petite note. Le livre s'appelle « Philosophie, commencement d'un livre ». Il donne cette petite note que je passe à toutes les personnes que je connais qui se disent agnostiques. La formule de Victor Hugo est « Croire est difficile, ne pas croire est impossible ». Les deux formules testamentaires que je vous ai lues au début peuvent être lues avec une certaine distance, quoiqu'elles reflètent bien la pensée religieuse de Hugo, mais la dernière, je trouve, reflète bien son énergie, sa réflexion. Avant de lire, nous allons lire après un passage des Misérables, écoutons comment Péguy, sur cette question de l'âme païenne, a pu lire Victor Hugo. Hugo ne fut jamais chrétien, il ne l'était pas. Et naturellement, moins encore, si c'est possible, dans la première période de sa vie, dans la période légitimiste, orléaniste, royaliste, officiellement catholique, officiellement chrétienne, que dans le restant de sa vie, dans la deuxième période, dans la période napoléonienne, césarienne, révolutionnaire, démocratique, républicaine, vaguement panthéiste, si l'on voulait. C'est toujours ainsi. D'une part, chrétien, c'est ce qu'il fut certainement le moins. Il ne le fut pas du tout. On se demande même presque comment il réussit, comment il a pu à ce point ne pas l'être du tout. Deuxièmement, il fut un très grand païen. J'entends pour ainsi dire techniquement. Et ce fut une deuxième gageure, coupant sur la première, montant sur la première, chevauchant. Ce fut comme un deuxième miracle, comme un miracle charnel, montant, renforçant sur le premier miracle. J'entends par là un poète placé, temporellement, charnellement situé aussi près de la source charnelle de la création que les plus grands poètes de l'Antiquité païenne. Il a vraiment compris, je crois, la logique religieuse de Hugo. Sa phrase, on se demande même presque comment il réussit, comment il a pu à ce point ne pas l'être du tout. Dans une France du 19e siècle où le christianisme s'affirme par tous les moyens, parfois avec quelques penseurs qu'on a un peu de peine à suivre, je ne donne pas de nom, mais lui continue, Hugo, en fait il refuse, je refuse l'oraison de toutes les églises, hein. C'est terrible. Et la deuxième partie de son propos, de ce que vient de nous lire Régis, est très intéressante parce qu'elle situe l'auteur des Contemplations dans la lignée des auteurs antiques païens. Échille, Virgile, excusez du peu quand même, Échille, Virgile, c'est quand même quelque chose. Victor Hugo les appréciait beaucoup. Nous sommes pour la plupart marqués à la fois par une foi judéo-chrétienne, ou une culture judéo-chrétienne si nous avons peu ou pas la foi, et aussi par une culture gréco-latine, donc pratiquement païenne.
Alors s'y ajoute en plus pour nous une réflexion issue de la pensée des Lumières, de la Révolution française et de l'école laïque, ce qui est mon cas. Mais ce métissage culturel est très, très intéressant et j'ai l'impression que Peggy, comme Victor Hugo, ont été dans ce métissage. Ils n'ont pas fait les dosages de la même manière, mais on rencontre bien ce rejet de la seule doctrine chrétienne. Non pas de la doctrine chrétienne, de la seule doctrine chrétienne. Alors dans Les Misérables, ce roman gigantesque de 1862, il y a un passage où Jean Valjean croit avoir trouvé un abri définitif. Ça y est, il pense que Javert va arrêter le harceler, qu'il va être tranquille. Il se réfugie dans un couvent, au Petit Picpus. Et là, il pourrait rester définitivement. Mais il y a Cosette avec lui. Et si Cosette reste dans le couvent, elle ne rencontrera jamais le monde. Elle ne pourra pas rencontrer Marius. Donc ça, évidemment, Jean Valjean ne le sait pas encore. Elle risquera de ne plus voir le monde qui l'entoure. Et Victor Hugo donne, donc dans Les Misérables, ce passage, cette digression sur les couvents. Nous sommes pour la religion contre les religions. Nous sommes de ceux qui croient à la misère des oraisons et à la sublimité de la prière. Du reste, dans cette minute que nous traversons, minute qui heureusement ne laissera pas au XIXe siècle sa figure, à cette heure où tant d'hommes ont le front bas et l'âme peu haute, parmi tant de vivants ayant pour morale de jouir et occuper des choses courtes et difformes de la matière, quiconque s'exile nous semble vénérable. Le monastère est un renoncement. Le sacrifice qui porte à faux est encore le sacrifice. Prendre pour devoir une erreur sévère, cela a sa grandeur. Pris en soi et idéalement, et pour tourner autour de la vérité jusqu'à épuisement impartial de tous les aspects, le monastère, le couvent de femmes surtout, car dans notre société c'est la femme qui souffre le plus, et dans cet exil du cloître, il y a de la prestation. Le couvent de femmes a incontestablement une certaine majesté. Cette existence claustrale, si austère et si morne, dont nous venons d'indiquer quelques linéaments, ce n'est pas la vie, car ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la tombe, car ce n'est pas la plénitude. C'est le lieu étrange d'où l'on aperçoit, comme de la crête d'une haute montagne, d'un côté l'abîme où nous sommes, de l'autre l'abîme où nous serons. C'est une frontière étroite et brumeuse séparant deux mondes, éclairée et obscurcie par les deux à la fois, où le rayon affaibli de la vie se mêle au rayon vague de la mort. C'est la pénombre du tombeau. C'est assez extraordinaire quand même. Et moi j'ai toujours l'impression, en lisant Les Misérables, je crois que je dois le lire pour la 4e ou 5e fois, de me dire mais je l'avais pas lu celui-là ou quoi. Il m'a échappé. Quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous avez certainement une édition des Misérables chez vous. Je vous conseille de lire. Dans la première partie, dans le premier livre, la 4e partie, le chapitre 9, un passage qui s'appelle « Deux malheurs mêlés font du bonheur ». Eh bien, je vous garantis que vous allez être absolument surpris. Je ne l'ai pas choisi de vous le lire, parce que je préfère vous mettre en appétit, et que ça nous écarte un peu de notre propos, mais c'est encore un des passages des Misérables qui sont tout à fait étonnants. Vous avez entendu la deuxième phrase.
nous sommes de ceux qui croient à la misère des oraisons et à la sublimité de la prière. Le choix d'abandonner ou de montrer négativement le mot oraison au pluriel et de rendre plus beau la prière en faisant une prière sublime, je pense que Peggy aurait pu écrire cela. Ce sont les mêmes mots que Victor Hugo utilisera donc 20 ans plus tard dans son testament. Et l'opposition entre misère, vous savez à quel point la misère c'est important chez Hugo. Il fait un parallèle, une comparaison entre la misère et la pauvreté. La misère c'est le néant de la personne. Et à ce néant de la personne, néant de la personne qui se traduit même par le nom du personnage, Jean Valjean. C'est Jean, voilà Jean. Pratiquement, il n'a presque pas de nom, quoi. Et la sublimité, qui est une quête de l'invisible, alors ça, c'est quelque chose qui est très, très fort chez Victor Hugo. Vous connaissez aussi dans les Contemplations ce poème qui s'appelle « Ce que dit la bouche d'ombre », où c'est l'invisible qui parle. Ce passage, donc, à mon avis, rejoint assez bien l'âme païenne de Peggy. Voici un autre passage de Clio. D'une âme païenne, on peut faire une âme chrétienne. Et souvent, c'est peut-être d'une âme païenne que l'on fait la meilleure âme chrétienne. Il n'est pas mauvais d'avoir un passé antécédent. Il n'est pas mauvais d'être venu au monde la veille. Le jour est plus plein qu'il y a eu une veille. Il faut que la maison soit bâtie sur une cave. Le midi est plus mûr qu'il y a eu son premier matin. C'est souvent d'une âme païenne qu'on fait la meilleure âme chrétienne, car il n'y a plus qu'à la faire. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisqu'enfin, en fait, en histoire, dit-elle, c'est de l'âme païenne que fut faite l'âme chrétienne, et non pas et nullement d'un zéro d'âme. C'est du monde païen que fut fait le monde chrétien, et nullement d'un zéro de monde. C'est de la cité païenne que fut faite la cité chrétienne. C'est de la cité antique que fut faite la cité de Dieu, et non pas et nullement d'un zéro de cité. Il ne restait plus qu'à les faire. Ces modernes manquent d'âme, mais ils sont les premiers qui manquent d'âme. Les deux titres Pardon, je vais un peu trop vite. Comme vous voyez, la question centrale, c'est la question de l'âme. C'est elle la question centrale. Et ce n'est pas un hasard si il y a un dialogue entre l'histoire et l'âme païenne, ou un dialogue entre l'histoire et l'âme charnelle. C'est la question de l'âme. Et même s'agissant d'histoire, ce ne sont pas les chiffres, les statistiques, les documents officiels qui importent, même s'ils ont leur importance au départ de la recherche. Mais après, c'est l'âme. Il est évident que Peggy, comme Victor Hugo, sont plutôt du côté de Michelet que du côté d'Ernest Flavis. Il n'y a aucun doute. L'histoire de Lavis, elle a certainement ses vertus, mais pour Hugo et Peggy, c'est Michelet. Si vous lisez la Jeanne d'Arc de Michelet, à laquelle j'avais fait allusion en d'autres temps, c'est une Jeanne d'Arc qui est vivante, qui est là sous nos yeux, et qui a une âme. Il y a
dans la philosophie de l'histoire chez Péguy, que je ne vais pas exposer devant vous, vous la connaissez tous par cœur, il y a cette entrée du charnel dans le temporel. Pour Victor Hugo, l'histoire, elle doit devenir légendaire. Évidemment, quand on lit La légende des siècles, ce n'est pas un manuel d'histoire. Parce que pour lui, l'histoire, elle doit être... les histoires qu'il raconte dans La légende des siècles, elles ont pour but d'aller vers une légende humaine. Il fallait réécrire l'histoire. C'était son but, même si ça peut faire bondir. La première rencontre du Christ avec le tombeau, c'est un texte pour l'Église qui est difficile à admettre, mais même Beaux endormis, c'est difficile à admettre, mais c'est ça, c'est une histoire qui se lève vers la légende. Dans Les Châtiments, il y a donc ce poème où Victor Hugo donne une leçon d'histoire. Alors ce poème, c'est l'Expiation. Alors je pense qu'on va l'écouter en premier et puis je vous ferai les commentaires après. Donc c'est dans l'Expiation. L'Expiation, c'est le 13e poème de la partie numéro 5. Et j'ai choisi de vous faire entendre seulement la 4e partie de cette expiation. Ô noirs événements, vous fuyez dans la nuit. L'empereur mort tomba sur l'empire détruit. Napoléon alla s'endormir sous le saule. Et les peuples, alors de l'un à l'autre pôle, oubliant le tyran, s'éprirent du héros. Les poètes, marquant au front les rois bourreaux, consolèrent pensifs cette gloire abattue. À la colonne veuve, on rendit sa statue. Quand on levait les yeux, on le voyait debout, au-dessus de Paris, serein, dominant tout. Seul le jour dans l'azur et la nuit dans les astres. Panthéon, on grava son nom sur vos pilastres. On ne regarda plus qu'un seul côté des temps. On ne se souvint plus que des jours éclatants, cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. La justice à l'œil froid disparut sous sa gloire. On ne vit plus qu'Élo, Ulm, Arcole, Austerlitz, comme dans les tombeaux des Romains abolis. On se mit à fouiller dans ces grandes années, et vous applaudissiez, nations inclinées, chaque fois qu'on tirait de ce sol souverain, ou le consul de marbre, ou l'empereur d'airain. Alors vous savez que ce poème, l'Expiation, il a un début très fameux. Il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Ou bien Waterloo, 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 morne pleine, comme une ombre qui bout dans une urne trop pleine. Je crois qu'il y a des souvenirs de CM2 qui doivent remonter là. Quoique en CM2, c'est peut-être un peu tôt pour apprendre l'expiation. Ou encore, j'aime bien celle-là, soudain joyeux, il dit Grouchy, c'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Bon. Vous savez que tout le poème, l'expiation, est construit autour d'une première leçon explicite. Napoléon expie à Waterloo un péché contre la Révolution, qui est le coup d'État du 18 Brumaire. Et il y a une seconde leçon qui est, elle, implicite, qui est donnée à Napoléon III. Il va devoir épier pour le crime du 2 décembre 1851. D'ailleurs, Victor Hugo avait écrit son livre sur le 2 décembre, « Histoire d'un crime ». Donc j'ai plutôt choisi un passage, 4e partie de l'expiation, qui montre comment se construit un mythe historique. Le mythe de Napoléon.
tous les éléments se conjuguent pour essayer d'oublier la défaite de Waterloo, toutes les images verticales, statues, debout, pilastres, s'opposant aux images d'écrasement, détruits, inclinés, les tournures négatives, on ne regarda plus, on ne se souvint plus, on ne vit plus que, parce que dans la construction d'un mythe, il faut aussi de l'oubli, il faut aussi oublier certaines choses. Et effectivement, il y avait des choses à oublier. On pourrait parler aussi de la funeste expédition espagnole de Napoléon Ier. C'est là, à mon avis, que le Premier Empire a commencé à faiblir. Il y a des noms de victoires prestigieuses, Eylau, Ulm, Marcol, Austerlitz, alors que dans le sacre, il y avait des noms de brigands. Et donc cette fabrication légendaire, fantasmée, Hugo va la compléter 6 ans plus tard avec La Légende des siècles, et 9 ans plus tard avec Les Misérables. Et dans Les Misérables, il fera au contraire, au lieu d'avoir évoqué Napoléon, il va faire l'histoire, le poème de la conscience humaine, ne fût-ce qu'à propos d'un seul homme, ne fût-ce qu'à propos du plus infime des hommes, pour bâtir une épopée humaine. Et ben, vous voyez, il y a comme ça une espèce de retournement très, très intéressant. Alors, je sais que Péguy n'a pas écrit à proprement parler d'épopée. Il faut dire que l'épopée, je pense que Victor Hugo en est le dernier grand auteur. Après, je pense qu'il faudra attendre le cinéma chinois des années 90-2000 pour avoir retour vers une épopée. Mais dans Charles Péguy, dans Victor-Marie contre Hugo, il évoque cette volonté historique. On a tellement l'impression, on a tellement l'évidence que jamais peut être créature, que lui-même il avait conscience, que lui-même il avait connu, qu'un brusque éclair, d'un coup, dans un brusque éclair que jamais homme peut être, que dans un saisissement de triomphe, il avait senti que jamais homme peut être, pas même les anciens grecs, pas même les antiques païens, Homère, Hésiode, Échille, n'étaient entrés aussi à plein, aussi à bloc, dans le plein de la création charnelle, dans le ventre de la création, qu'il n'avait, je ne dirais pas seulement qu'il n'avait pas seulement atteint une cime, ce serait parler son langage, son propre langage, mais son langage ordinaire, son langage de tous les jours, mais que d'un coup, non pas d'un coup d'aile, il dominait toute la création charnelle, tout le monde temporel et charnel, que jamais créature, que jamais homme peut-être, pas même les antiques païens n'étaient entrés aussi avant, aussi à plein, aussi d'un coup dans le secret, dans l'opération même de la création charnelle, et même littéralement de l'incarnation, c'est-à-dire littéralement dans la mise en chair, dans l'insertion de l'éternel dans le temporel. Il a bien senti que d'un coup, par un coup de maître, il saisissait, il étreignait, il dominait tout ce monde charnel, temporel et charnel, tout ce monde de la fécondité, de la perpétuée charnelle, de la race charnelle. Et même, par là, même l'entrée, l'inscription, l'insertion de l'éternel dans le temporel, de l'éternel dans le charnel, de la vie éternelle dans la vie charnelle. La formule, l'insertion de l'éternel dans le temporel, je pense qu'on ne saurait mieux dire. Je pense que Victor Hugo aurait peut-être renversé, la formule en écrivant l'évasion du temporel dans l'éternel, mais les deux se rejoignent. Pour Victor Hugo comme pour Péguy, je crois que la question de l'incarnation, pour Péguy c'est plutôt l'encharnement, vous savez, le mot qu'il préférait, il va donner une autre vie à cette histoire. Pour conclure,
c'est vrai que en septembre 14, Charles Péguy meurt au Champ d'honneur. Les étoiles n'étaient pas encore visibles à ce moment-là, ni même la faucille d'or. Il n'avait que 41 ans. Et à cet âge-là, il restait à Victor Hugo à écrire Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles, 93, Les Chansons des rues et des bois, L'année terrible. C'est vrai que ça lui a donné l'occasion évidemment de prolonger bien au-delà. Nous allons les quitter tous les deux sans nous préoccuper du volume comparé de leurs œuvres, même sans nous préoccuper des digressions. Comme Hugo avait occupé le début, laissons la parole aux plus jeunes, savourons l'instant poétique de ce texte, si beau, extrait du Porche du mystère de la deuxième vertu, et qui nous servira de conclusion. Et d'ores et déjà, je remercie Régis pour ses lectures et pour la qualité de ses lectures. Donc, le Porche du mystère de la deuxième vertu. La petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite Espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche, et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école, et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes sœurs qui traînent la petite par la main, au milieu, entre elles deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas, au contraire, que c'est elle au milieu qui entraîne cette grande sœur, et que sans elle, elle ne serait rien, que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est, et elle aime ce qui sera.